Bonjour, Monsieur Bamba, bonjour. Docteur Baldé est connecté. Je crois qu'on peut y aller maintenant. D'accord, merci beaucoup. Merci, madame. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc sur la plateforme d'échange du REMAPSEN. Le REMAPSEN, c'est bien sûr le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Le REMAPSEN est un regroupement donc de 26 pays africains à ce jour, dont l'objectif premier est de promouvoir les stratégies, les programmes et toutes les actions allant dans le sens donc de l'accomplissement du bien-être des populations africaines au niveau de la santé et de l'environnement. Alors, pour ce 22e webinaire des médias organisé par le REMAPSEN, eh bien, nous parlerons ce jour de la COVID-19, 3 ans après, où en sommes-nous? En effet, cela n'échappe à personne. Le monde entier a été surpris à la fin de l'année 2019 par une invasion de cette pandémie et notre continent, l'Afrique, n'y a pas malheureusement échappé. Alors, 3 ans après, où en sommes-nous donc en Afrique? C'est la question que nous allons poser tout à l'heure. Et pour répondre à cette question, nous avons comme invité le docteur Tierno Baldé, qui est donc responsable des opérations de riposte à la COVID-19 au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, basé donc à Brazzaville. Je ne sais pas si je peux voir le docteur Baldé. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur Bamba. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai ma caméra qui est ouverte. Est-ce que vous pouvez confirmer? Ah, bon. OK, pas grave. Je pense que je ne vous vois pas moi, mais je pense qu'on vous voit. Je ne sais pas. Est-ce que les autres Ah collègues voilà, peuvent c'est bon, confirmer? c'est bon, c'est bon. On vous voit maintenant. Moi, On Excellent. vous voit. Merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, merci d'être vraiment venu répondre à nos questions. Nous sommes là une soixantaine environ de journalistes africains qui veulent savoir, mais évidemment, vous ne pourrez pas répondre à 60 questions aujourd'hui. On a essayé un peu de planifier le temps. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, mais avant d'engager la discussion avec vous, nous allons faire connaissance avec notre invité, chers collègues, et c'est notre consoeur Bénédicte Savadogo de la RTB, Radio-Télévision du Burkina, qui va donc nous faire donc cette présentation. Bénédicte, bonjour. Bonjour, Président Bombard. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, Docteur Baldé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Merci. Affirmatif. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous nos partenaires de l'OMS. Je m'en vais présenter Docteur Baldé. Docteur Tierno Baldé est un médecin formé en France et en Guinée. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion des services de santé et d'un doctorat en santé publique de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans la santé publique. Il a dirigé et conduit l'élaboration et la mise en œuvre d'importantes initiatives de développement et de santé publique d'urgence dans les Amériques et en Afrique. Après avoir géré 20 urgences majeures de santé publique dues au choléra, à la rougeole, à l'Ebola, à la fièvre de Lassa et à d'autres catastrophes naturelles, Dr Baldé dirige actuellement les opérations de riposte de la COVID-19 dans 47 pays de la région africaine de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. J'espère que je vous ai bien présenté, Dr Baldé. Ou peut-être même un peu exagéré. Oh là là. D'accord. Je suis flattée. Sinon, je voulais demander au docteur s'il y a quelque chose à ajouter à cette présentation. Ouais, ou peut-être à diminuer. Non, je pense que vous avez bien fait le résumé. Donc, je suis médecin de santé publique de formation et actuellement, je travaille donc pour l'Organisation mondiale de la santé. Je suis au bureau régional ici et actuellement, je suis en charge de l'organisation du support donc de la riposte à la COVID-19 dans nos pays membres qui sont les 47 pays que nous couvrons à partir du bureau régional ici. Merci. D'accord. Merci à vous, docteur. Alors, on va échanger juste pendant une dizaine de minutes. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, où en sommes-nous vraiment après 3 ans de COVID-19 en Afrique? Les journalistes que nous sommes, nous voulons savoir. Très bien, merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous remercier, pour m'avoir invité, de nous avoir invités à cette séance d'échange, mais aussi vous féliciter. Je vois un peu très rapidement l'architecture un peu de votre structure et c'est quelque chose, je pense, qui est important, qui est vraiment
très salutaire et très, très utile pour pouvoir faire passer les messages. Donc, merci pour cela et félicitations aussi donc, pour ce travail que vous êtes en train de faire. Maintenant, la COVID-19, c'est cette maladie-là, cette épidémie qui s'est déclarée donc, à partir donc, de 2020 en Chine et puis qui s'est propagée dans le monde entier au bout juste de quelques mois. Et donc, notre continent ici a été affecté à partir du mois de mars 2020. Et depuis ce temps-là, donc, des cas sont enregistrés, des décès sont enregistrés jusqu'à maintenant. Il s'agit toujours donc d'une urgence de santé publique de portée mondiale, de portée internationale. C'est comme ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qualifie cette pandémie-là actuellement depuis ces 3 dernières années. Et je pense que ça fait du sens parce qu'on a tous vu l'importance et l'implication et puis l'envergure de cette pandémie-là. Et peut-être où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, nous sommes à une phase un peu plus stable et avec très peu de cas qui sont rapportés dans nos différents pays, dû à plusieurs facteurs, dû à beaucoup d'efforts qui ont été consentis par les pays membres donc pour répondre et pour contrôler cette pandémie-là. Mais on garde toujours une vigilance donc accrue pour éviter un peu la résurgence un peu de nouveaux cas ou encore la circulation très importante de ce virus qui peut entraîner l'émergence de nouveaux variants et choses que l'on ne veut pas avoir dans l'avenir. À vous. D'accord. Merci à vous, docteur. Alors, comment l'OMS a pu quand même contenir cette pandémie qui a fait plus de victimes ailleurs qu'en Afrique? Bon, il faut se dire que l'OMS, c'est une organisation de pays membres. Donc, on est là, on est des secrétariats des États membres donc, de nos pays. Donc, le travail est fait par les pays et l'Organisation mondiale de la santé est là donc en support et en conseil donc, à ces pays-là. Donc, depuis le début de cette pandémie-là, je pense que tous les États membres, avec notre appui, avec l'appui d'autres partenaires, on a pris donc cette problématique-là à bras le corps et il y a eu des décisions vraiment très importantes qui ont été prises aux plus hautes sphères donc, de gouvernance de nos pays, donc la fermeture de certaines frontières, l'imposition un peu de certaines mesures strictes un peu pour limiter la circulation du virus, l'allocation des ressources donc pour pouvoir mobiliser plus de personnes, organiser plus de personnes, acheter plus de produits, plus de médicaments, plus de matériel, donc pour pouvoir répondre donc à cette pandémie-là. Donc c'est tous ces efforts-là aujourd'hui et avoir évidemment une grande composante technique de réflexion, d'analyse et puis d'agilité, donc qui a permis aux États membres d'adapter leur réponse au fur et à mesure que l'on avançait un peu dans cette réponse-là. Donc, je pense qu'il y a une conjugaison de plusieurs facteurs, des facteurs donc étatiques, politiques qui sont là, mais aussi évidemment tout le support technique. Et vous savez, nous, en tant qu'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation mondiale, donc on est une entité quelque part qui avons des représentations dans tout le monde entier. Donc, ce réseau-là a été d'une grande importance pour pouvoir partager les leçons apprises, les expériences, qu'est-ce qui marche ici, qu'est-ce qui n'a pas marché ici, comment est-ce qu'on agit. Donc, les expertises qui sont trouvées ailleurs, comment les transmettre ici, toute la question un peu de la vaccination. Donc, c'est tout ce travail de longue haleine, je pense, qui nous a permis vraiment, et puis évidemment, donc nos populations aussi qui ont adhéré à cela, qui ont fait les efforts qu'il faut aussi, donc dans une certaine mesure, pour ne pas aller dans un vent de panique comme on l'a vu ailleurs. Donc, ça aussi, c'est un avantage parce que qu'on le veuille ou non, il y a eu beaucoup d'expérience, il y a beaucoup plus d'expérience quelque part en Afrique ici dans la gestion des épidémies par rapport aux autres régions du monde. Donc, il y avait un certain niveau de préparation. On avait connu Ebola, on a connu choléra, on a connu Lassa. Donc, des épidémies comme ça, c'est pas tant que ça nouveau pour nous. Donc, il y avait toujours quelque part une certaine capacité, une certaine aptitude, une certaine connaissance de nos structures, de nos organisations, y compris la nôtre, pour pouvoir mieux gérer ces situations-là. Donc, tous ces éléments nous ont aidés un peu à pouvoir mieux gérer cette situation. OK, merci. Docteur, dernière question pour moi avant de passer la parole à nos collègues qui sont déjà connectés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des défis pour surmonter donc cette question de COVID-19 en Afrique? Il y a encore des défis. Quels sont ces défis-là? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, et c'est important qu'on ait ce dialogue-là tous ensemble pour que l'on puisse s'entendre et que l'on puisse prendre des mesures tout collectivement, c'est de s'assurer un peu vraiment qu'il y a un faible degré de circulation de ce virus dans nos pays.
Et pour cela, je pense continuer dans une certaine mesure à adopter certaines mesures de protection, elles sont importantes, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a acquis peut-être certaines habitudes, par exemple, lorsqu'il faut se laver les mains ou alors quand on est enrhumé, peut-être que ce soit la COVID ou pas la COVID, que l'on puisse porter un masque pour éviter la transmission donc, de ces virus-là ou de ces pathogènes-là. C'est des éléments, je pense, qu'il faut garder, c'est des acquis qu'il faut garder. L'autre chose, c'est encourager vraiment les gens, surtout les gens les plus vulnérables, à aller se faire vacciner quelque part. Je pense que ça, c'est important aussi, pour avoir une certaine immunité collective qui est plus importante, qui s'altère au bout du temps. Donc, quand vous prenez un vaccin aujourd'hui, dans quelques mois, il va falloir, surtout si vous êtes éligible donc à de nouvelles doses de vaccination, vous allez vous faire vacciner. Surtout les personnes, comme je vous le dis encore, les plus exposées, les personnes âgées qui peuvent développer les formes sévères de la maladie. Les personnes qui présentent certaines pathologies, certaines maladies qu'on appelle des comorbidités, les gens qui ont une hypertension artérielle, qui ont le diabète, donc de faire très attention, de se faire vacciner pour éviter de développer la forme sévère de la maladie. Et continuer donc cette vigilance-là et continuer à être prêt si jamais on a des pics ou encore en tout cas des résurgences qu'on appelle un peu, que l'on soit prêt à les contenir le plus rapidement possible. Donc garder la vigilance, garder un certain état un peu de préparation opérationnelle qui nous permettrait de commencer directement la réponse quand quelque chose arrive. Donc, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. OK, merci à vous, docteur. Je retiens que la vaccination et la mise en œuvre, la mise en pratique des mesures barrières font partie donc des défis parce que les gens ont commencé un peu à baisser la garde. Je ne vais pas aller plus loin avec vous. Nous allons faire le tour du continent. Les journalistes que nous sommes, membres du REMAPSEN, ont certainement des préoccupations. Et on va commencer par Madagascar. Est-ce que nos amis de Madagascar sont connectés? Je pense que oui. Vonona, bonjour. Bonjour, Président, et bonjour à tous et à toutes. Et merci. Je suis Funarakutina Simba. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Seulement qu'on ne vous voit merci pas. Merci pour la présentation, pour l'explication, docteur. Et moi, je suis Funarakutina Simba, président du REMAPSEN à Madagascar. Et c'est de questions de la part de Madagascar. Comme nous le savons tous, Madagascar utilise le CVO à base d'Artemisia, quelques pays d'Afrique aussi. Madagascar continue de l'inclure dans son protocole de soins. Qu'en pense l'OMS et quelles recommandations peut-elle mettre à ce propos? Deuxième question, par rapport à la vaccination. Hein? Allez-y. Oui, comme deuxième question, la couverture vaccinale de Madagascar est de l'ordre de 5%. Connaît-il des mesures que l'OMS recommande afin de rehausser ce taux? Et est-ce que tous les types de vaccins conviennent-ils aux Africains ou aux Malgaches? Ou existe-t-il des marques de vaccins plus efficaces ou plus utilisées? Si oui, pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Merci à Vonona de Madagascar. Alors, je vais préciser aux collègues que, en fait, vu le temps qu'on a planifié pour cette rencontre, je ne souhaite pas qu'on aille au-delà d'une question, sinon on va être obligé de déborder du temps que nous avons prévu. Mais je pense que le docteur a noté les questions de Madagascar. Je vais maintenant interroger le Burundi. Est-ce que nos amis du Burundi sont là? Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Claude, bonjour, Oui, allez-y. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, Jean-Claude. Merci. Présentez-vous et puis posez votre question au docteur Baldé. Je m'appelle Jean-Claude Beguindavi, je suis du Burundi, comme vous le disiez. J'ai une question ou deux à poser au... Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, Jean-Claude, on vous entend bien. Posez une seule question. Une seule question, s'il vous plaît. D'accord. C'est une question qui concerne la communication. On a vu tout au début de la pandémie qu'il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à la pandémie. Je voudrais savoir comment l'OMS a pu appréhender
la communication et comment il juge le travail effectué par les médias par rapport à la désinformation. Merci. OK, merci beaucoup à vous, Jean-Claude. Alors, logiquement, nous devons aller maintenant au Maroc. Je ne sais pas si nos collègues du Maroc sont connectés. Bonjour. Alors, je ne sais pas si le Maroc est connecté. Je ne vois pas encore nos collègues du Maroc. On va avancer. On va maintenant atterrir en Guinée équatoriale. Bonjour, Clémente. Oui, bonjour, Président. Et bonjour tout le monde. Et je m'appelle Clémente Laondongene. Je suis chef de département général écrit au milieu d'information près de la radio. Même temps, Clément, le réseau n'est pas bon où tu es. Hein? On a du mal à t'entendre. Il y a des ruptures, il y a des perturbations dans le réseau. Essaye encore, peut-être que ça ira mieux. Dans ce cas, il faudra directement passer à la question. Bon, OK. Clément, on va revenir à vous. Il faudra donc rester en ligne. On va revenir à vous tout à l'heure parce que le réseau n'est pas bon là où vous êtes. Docteur, avec votre permission, pour aller vite. Oui. Allô? Oui, Clément, on va écoute. revenir tout à l'heure. Hein? Essayez de bouger un peu de là où vous êtes parce qu'on ne nous entend pas bien. On va interroger nos amis du Cameroun. Ouais. Au Cameroun, on a Jules et Lobo, on a plusieurs personnes du Cameroun. Est-ce que Jules peut prendre la parole maintenant? Oui, merci. Merci, Président. Je suis Jules Elobo. Je suis journaliste. Je travaille pour la radio Magique FM. Je suis le coordonnateur national du REMAPSEN pour le Cameroun. Alors, ma question au docteur, on sait que l'une des conséquences de l'avènement de la COVID-19, c'est que la lutte contre les autres maladies telles que le VIH-Sida, telles que le paludisme, a été reléguée au second plan. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, certainement pour relever également, c'est un défi, il me semble, par rapport aux autres maladies. Merci. Merci. Dernière question de la vague. On va interroger donc la RDC. Constance Mananga, bonjour. Depuis Kinshasa, avez-vous une question pour le docteur Thierno? Constance Mananga. Ah, la RDC n'est pas là. Bon, OK. Est-ce que Prince Yassa peut poser la question? Président, je suis là. Alors, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Soyez un peu proactif. Merci à vous, Madame Constance Mananga. Avez-vous une question pour le docteur? Oui, je suis Constance Mananga. Je travaille à la radio-télévision nationale congolaise. Je suis coordonnatrice de REMAPSEN RDC. Et je voulais poser la question au docteur actuellement si les recherches continuent par rapport au traitement de la COVID-19. Quels sont les protocoles actuels pour traiter la COVID-19? Et sinon, qu'en est-il des efforts des pays comme la RDC, par exemple, avaient trouvé des traitements pour traiter la COVID-19? Merci à vous, Constance. Vous n'avez pas fini? Non, je dis que, donc, qu'est-ce que l'OMS a-t-il adopté ces protocoles-là, les protocoles nationaux aussi? D'accord. Alors, merci. Pour compléter donc la RDC, est-ce que Prince Yassa a une question? Prince Yassa? Oui, bonjour la toile, bonjour docteur. Je suis Prince Yassa, vice-président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de la promotion de l'environnement. Président, juste une petite question. J'essaie de savoir, 3 ans pratiquement après, quel est le comportement qu'il faut adopter, docteur? Nous avons connu la COVID, mais bon, maintenant la situation est un peu plus stable, comme vous l'avez dit. Bon, on se dit quoi? On reprend les anciennes habitudes ou est-ce qu'il y a un nouveau type de comportement qu'on doit adopter? Merci. D'accord. Merci beaucoup, Prince.
Merci à la RDC. Docteur Thierno, on va vous donner la parole, le temps de répondre à ces différentes questions. Je demande aux collègues de fermer leur micro, ceux qui ont pu poser leurs questions déjà et même ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions. On va revenir à ça. Docteur Thierno, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci donc à tous les collègues donc, qui ont posé ces questions-là. Je vais aller donc une par une. La première question concernant donc Madagascar. Oui, nous savons que Madagascar a eu à initier des processus de développement en fait de produits censés être traités un peu la COVID-19 ou certaines formes de COVID-19. Et vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation scientifique, c'est une organisation qui est là pour accompagner autant les pays que les différents partenaires. Donc, on a mis en place une espèce de comité, de protocole de processus pour pouvoir accompagner tous ces pays qui sont dans la logique de développement un peu de traitement à partir de la médecine traditionnelle ou encore des choses dans ce genre-là. Donc, il y a, dès le début de cette pandémie-là, un comité a été mis en place avec l'OMS, donc pour pouvoir utiliser les méthodes de validation qui sont reconnus par tout le monde pour pouvoir valider certains tout nouveaux traitements. Donc, en faisant, par exemple, des analyses, des études donc, de cas à témoins ou des choses dans ce genre-là, contrôler un peu tout le processus. Donc, ce processus a été initié. On a accompagné pas seulement le Madagascar, mais plusieurs autres pays, la RDC, le Gabon, le Nigeria, donc, qui ont initié ces processus-là, donc, pour les accompagner, pour mieux comprendre. Évidemment, c'est une science un peu naissante, un peu chez nous ici, mais l'OMS a vraiment tenu ces éléments-là en grande considération et il y a eu un accompagnement qui a été fait. Autant un accompagnement technique qu'un accompagnement financier. Maintenant, c'est des processus qui prennent du temps. Donc, on est toujours dans ces processus-là de validation de ces médicaments-là et donc ces interactions, elles continuent. Donc, c'est quelque chose que nous encourageons, avoir donc la médecine, faire la promotion de la médecine traditionnelle africaine comme elle se passe dans les autres régions. C'est quelque chose que nous encourageons, mais qu'il faut aussi encadrer. Comme vous le savez, tout médecine, tout médicament peut être un poison dans un certain sens aussi là. Donc, il est vraiment très important de pouvoir faire le bon dosage, être sûr qu'il n'y a pas de méfait de ces maladies-là et de façon vraiment assez représentative. Donc, c'est ce travail qui a été fait d'accompagnement de l'OMS qui a été fait. Concernant les niveaux de vaccination, donc au niveau de Madagascar, c'est sûr qu'en Afrique ici, on a eu des niveaux de vaccination qui sont relativement bas, mais je pense que le travail doit continuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout en visant les personnes donc les plus à risque. Il faudrait que l'on fasse tous l'effort ici, que ce soit nous l'OMS, que ce soit les pays membres, que ce soit vous les journalistes un peu, pour nous accompagner pour que les gens acceptent de se faire vacciner, surtout les personnes qui sont à risque. Donc, atteindre un grand niveau de vaccination pour les personnes à risque, c'est absolument important parce que, comme je vous le dis, il y a encore des gens qui meurent de la COVID-19. Il y a encore des gens qui sont en train de décéder de la COVID-19. Peut-être pas à l'envergure que l'on a, mais nos dernières statistiques nous indiquent toujours qu'il y a des gens encore qui continuent à mourir donc, de la COVID-19. Pour vous donner un aperçu, par exemple, vous savez, depuis le début de cette pandémie-là, l'OMS a eu enregistré près de 200 000 décès. Donc, c'est absolument important. Pendant ces 3 dernières années, et des gens continuent encore à mourir. On a sur une base hebdomadaire des dizaines de personnes qui continuent encore à décéder. Donc, il est absolument important que les gens continuent à se faire vacciner et à adopter certaines mesures saines et à chercher des soins dès qu'ils ont des symptômes suggestifs. La question sur la désinformation et le travail des médias, je pense que c'est une question absolument très importante aussi. On a vu effectivement beaucoup de désinformation, beaucoup vraiment de rumeurs circuler sur la maladie. Ça ne nous a pas aidés. Et je pense que cette collaboration qu'on est en train d'avoir là aujourd'hui, et je salue ici les collègues de l'OMS ici, CAI et les autres qui ont initié ce dialogue-là, c'est ce qui est important. Il nous faut passer le bon message quelque part, le bon message scientifique. Donc, ce type d'interaction, il est absolument important. Donc, on salue ces efforts-là et c'est des choses à encourager pour les prochaines épidémies parce qu'il y a des épidémies qui se passent. Récemment, la Guinée équatoriale vient de déclarer une épidémie du virus de la maladie Marburg aujourd'hui. Il y a quelques jours, ceci a été déclaré. C'est une maladie hémorragique, une maladie dangereuse. On a l'habitude de faire face à la maladie d'Ebola.
on a l'habitude de faire face au choléra. Donc, il faut vraiment que les journalistes nous aident véritablement à faire face donc à ces différentes épidémies-là. Pour la question venant du Cameroun, c'est-à-dire le lien entre la COVID et les autres maladies, c'est vrai, c'est un constat que vous avez fait. Le constat, il est effectif, mais ça s'appliquait surtout au début de la pandémie, lorsque on n'avait vraiment pas énormément de connaissances sur cette maladie-là, quand il a fallu mettre toutes les énergies et tous les efforts pour répondre à cette pandémie-là. Donc, il y a une remobilisation, un peu une réorganisation du système de soins, du système de réponse pour pouvoir focuser sur la maladie de la COVID-19. Évidemment, ça a eu des effets indirects aussi sur les autres maladies. On a eu des campagnes de vaccination qui ont été annulées. Il y a eu des suivis, les services préventifs, par exemple, ou de curatifs pour les malades atteints, par exemple, du VIH-Sida qui ont été un peu ralentis, pas seulement à cause du focus, mais aussi parce que la production de ces médicaments-là, le transport de ces médicaments-là a été grandement impacté quand tous les vols ont arrêté, quand les mouvements entre les pays ont arrêté. Donc, il y a ces choses-là qui sont arrivées. Maintenant, à l'OMS, on essaie évidemment d'avoir toute une panoplie de mesures et de mécanismes pour pouvoir rattraper ces éléments-là, pour pouvoir offrir donc le plus de services préventifs et curatifs, que ce soit sur le VIH-Sida, sur le diabète, sur toutes les autres maladies, les maladies infantiles, donc pour pouvoir un peu, comme on dit, rattraper un peu ces efforts-là et faire de sorte aussi que l'on apprenne pour que l'on puisse avoir un bon équilibre lors de prochaines épidémies, qu'on n'oublie pas ces maladies-là qui continuent encore à tuer. La dernière question concernant les protocoles de traitement de la COVID, oui, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites dans ce sens-là et je pense que tous les pays ont développé leurs propres protocoles, probablement en RDC aussi. On a des médecins qui sont là-bas, qui travaillent dans les soins d'urgence, dans les services d'urgence, dans les services de réanimation, qui ont utilisé des corticoïdes, des antibiotiques et puis des antirétroviraux aussi, donc pour pouvoir traiter tous ces malades-là. Donc oui, des protocoles existent, ces protocoles là, on les valide à un niveau global, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont adaptés à chacun des contextes. Et les gens aussi sur place là-bas, ils sont très proactifs. C'est des gens intelligents, donc qui essaient d'adapter un peu en fonction de leur contexte là-bas pour le voir. Donc oui, ces protocoles, ils existent. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'autres mesures, des médicaments oraux, par exemple, des antirétroviraux, mais qui coûtent encore un peu cher. Donc, ils ne sont pas nécessairement disponibles en Afrique ici. Et on fait les efforts pour pouvoir au moins en distribuer quelques-uns de ces médicaments-là à certains pays. Et la dernière question concernant les comportements adoptés, je pense qu'on l'a dit dès au départ. La première chose, je pense qu'il nous faut maintenir un peu un certain niveau de vigilance. Par exemple, aujourd'hui, quand je tousse ou bien quand je suis enrhumé, tous ces éléments-là, je pense qu'il faut les mesures qu'on a adaptées sur la COVID, peut-être ne pas éternuer sans mettre un mouchoir, par exemple. Là. Vous savez, se serrer la main, c'est dans nos cultures. Peut-être se laver plus régulièrement les mains, même si ce n'est pas pour la COVID, ça peut être aussi pour les autres maladies, les autres maladies diarrhéiques. Donc, ces éléments-là, il faut les garder. Si on est malade, si on a des symptômes, il faut peut-être porter un masque. Ça ne gâte rien. Les personnes qui sont les plus à risque, les plus vulnérables, peut-être éviter beaucoup trop les rassemblements ou si quelqu'un est malade, a des signes suggestifs, aller directement chercher, donc faire un diagnostic. Aujourd'hui, on a des tests rapides. L'OMS a accompagné de nombreux pays à utiliser des tests de diagnostic rapides. Faites les tests de diagnostic rapides. Allez vous faire vacciner aussi, là, comme je le disais tantôt. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ces questions-là. À vous. D'accord, merci beaucoup, Dr Baldé. On va maintenant partir au Gabon. Sibi Mengue pour le Gabon, bonjour. Bonjour le Gabon. Bonjour. Bonjour. Allez-y, présentez-vous et posez la question du Gabon. Alors, je suis Sibi Mengue, donc journaliste gabonaise. Voilà, Sibi, on ne t'entend pas bien. Essaye de lever un peu la voix. Ok, donc je suis Sibi Mengue. Vous m'entendez mieux? Allez-y, oui, il y a un écho. Je ne sais pas si tu es dans une salle, mais allez-y. Oui, donc je suis Sibi Mengue, journaliste au Gabon. Voilà, donc je reviens sur les dires du docteur. Sibi. Je disais que de nombreuses personnes continuent, président. OK. Sibi, il va falloir que tu changes un peu d'emplacement
Parce qu'on a du mal à écouter ce que tu dis et si on n'entend pas bien, je ne sais pas ce qu'on peut noter. Est-ce que tu peux bouger juste un peu? Je reviendrai à toi tout à l'heure, le temps d'aller au Congo, justement où se trouve le siège de l'OMS. Wilfried, bonjour. Bonjour. Allez-y, pour le Congo. Ma question, c'est, je suis Wilfried Diankabakana, coordinateur national de Remapsen Congo. La question au niveau de la vaccination. Au début de la pandémie, au milieu de la pandémie, on a eu un engouement dans la vaccination de personnes, la vaccination de personnes. Mais 3 ans après ou quelques années après, on constate qu'il y a comme s'il y a une léthargie, c'est comme si les gens ne prennent plus conscience du vaccin. Mais quel est l'apport ou qu'est-ce que l'OMS a fait pour essayer un peu de sensibiliser soit les autorités de chaque pays que la vaccination reste pérenne? D'accord, merci beaucoup à Wilfried. Alors, je ne sais pas si nos amis du Tchad sont connectés. Je ne vois pas Nouba, Dubaï. Talomadi, oui. Est-ce que le Tchad est là? Oui, je suis là. Ah, d'accord, bonjour. Bonjour, Président. Allez-y. Voilà, je suis... Présentez-vous d'abord, voilà, allez-y. Oui, je suis Nouba Doumaï Talomadi, journaliste, chroniqueur environnementaliste à la télévision nationale tchadienne. Et je suis en même temps victime de Covid parce que j'ai été infecté avant de trouver la guérison. Je n'ai pas beaucoup de questions, mais je voudrais juste demander au docteur, est-ce qu'aujourd'hui, l'OMS admet la thèse comme quoi la COVID, c'est une maladie des animaux? Est-ce que cette thèse-là est acceptée? Parce que j'ai réalisé beaucoup des émissions pendant la période de COVID avec des médecins, des corps soignants, mais qui rattachent toujours COVID aux animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours... Bon, on a perdu, je pense qu'on a retenu l'essentiel du Tchad. Oui, Président. Non, c'est bon. Tu as fini ou bien? Parce qu'on avait été... Non, je voudrais juste ajouter, par exemple, j'ai pris vaccin Johnson. J'ai déjà pris vaccin depuis. Je dois prendre la dose en 2023. Et apparemment, comme si la vaccination n'est pas d'actualité. Alors, comment faire? Est-ce qu'il faut repartir prendre la dose ou il faut arrêter sur cette dose? D'accord, merci. Merci à vous, Talomadi. Est-ce que la Guinée est là? Ibn Conté, vous êtes là ou pas? La Guinée. Bon, je ne vois pas la Guinée. On va aller au Niger. Bonjour, Fatouma Ide. Bonjour, Niamey. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, oui. Bonjour à tout le monde. Merci au docteur Terno. Je suis donc Ide Fatouma, journaliste à l'hebdomadaire Sahel Dimanche du Niger, coordinatrice du Remapsen Niger. La question du Niger sera posée par le vice-président Sahir Youssoufou. D'accord. Bonjour, Président. Bonjour, Sahirou. Bonjour à toute l'assistance. Oui, bonjour, je suis Sahir Youssouf, coordinateur adjoint du Remapsen Niger. Je suis journaliste au potentiel. Ma question, c'est 3 ans après que le monde ait été secoué par le Covid-19, quelles sont les dispositions prises ou en voie d'être prises par l'OMS en termes donc d'anticipation pour une meilleure prise en charge de la maladie en cas d'une probable résurgence? D'accord, merci. C'est voilà. tout, Sahirou? C'est bon? Bien. On peut avancer? Oui, c'est bon. Oui, on peut avancer. Alors, merci. Du Niger, nous allons aller donc au Togo. Alors, je ne sais pas, la coordinatrice m'a dit qu'elle était empêchée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour le Togo? Il y a le coordonnateur adjoint. Ah, ok. Allez-y, Régis, bonjour. Oui, bonjour, Président. Bonjour tout le monde. Justement, la coordinatrice est un peu occupée, donc elle m'a délégué pour poser la question au nom du Togo. Bien, je vais aller rapidement. Je prends juste le cas du Togo où nous avons eu moins de 260 morts de Covid depuis le premier cas. Alors, pour certains, il y a eu une exagération autour de cette pandémie.
comment convaincre les sceptiques, docteur, que voilà, malgré ou bien avec la moitié des 260 morts, c'était une maladie qui était grave tout de même. Hein. Donc, qu'il faut continuer, par exemple, à être prudent, à pratiquer les gestes recommandés. D'accord. Merci. Merci au Togo et bonne journée à Lomé. On va terminer la vague de ces 5 questions au Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a Bénédicte Savadogo, mais le coordonnateur du REMAPSEN au Burkina Faso s'appelle Sanga Bourema. Bonjour. Sanga? Sanga? Ah ben, je n'entends pas Sanga. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Burkina qui est connecté, qui pourrait prendre la parole? Oui, bonjour Président. Jean-Arnaud Savadogo. Ah, Arnaud, bonjour. Allez-y. On n'entend pas Sanga. D'accord. Merci beaucoup, Président. Merci à Dr Baldé. Ma question était plus dirigée vers les vaccinations. C'est vrai qu'il y a des vaccins qui ont été mis à la disposition des populations depuis l'avènement de la COVID-19. Mais je me suis rendu compte, en tout cas, qu'il y a des vaccins qui n'étaient pas reconnus dans certains pays, notamment AstraZeneca. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Merci beaucoup, Président. D'accord, merci. On espère que Sanga sera de retour. Docteur, on va vous donner maintenant la parole pour répondre à ces questions. J'espère que vous avez pu prendre note. Je voulais également rappeler à tous ceux qui veulent poser leurs questions dans le chat. J'ai demandé donc à Bénédicte Savadogo de noter ces questions. À un moment donné, on va lui donner la parole pour faire un récapitulatif de ces questions. Docteur Baldé, c'est à vous. Merci beaucoup. Des questions très intéressantes et on apprécie, je pense, l'intérêt des collègues journalistes par rapport à ce travail-là, par rapport à la COVID, par rapport à la réponse dans les pays, mais aussi l'appui que l'OMS fournit. Donc, commençons par la question du collègue du Congo. Comment augmenter ou pérenniser un peu la vaccination et comment encourager les autorités locales. Je pense que c'est un travail qui doit être continu. C'est sûr que nos pays font face aussi à d'autres problématiques de santé qui sont concomitants, mais je pense que les efforts doivent vraiment continuer pour essayer de sensibiliser les communautés surtout et aussi évidemment les autorités nationales, les autorités locales pour pouvoir en tout cas continuer ces efforts-là. C'est un peu difficile, c'est sûr, de convaincre les gens quand on voit un faible nombre de cas. Et c'est là où des organisations comme l'OMS interviennent, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, on est une organisation mondiale. Donc aujourd'hui, nos analyses, notre compréhension de ce phénomène-là, de cette maladie-là, ne se limite pas juste à un seul pays ou bien à une seule région. Elle est mondiale. Et vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques semaines là en Chine, lorsqu'il y a eu toute cette vague, une déferlante un peu de vagues de cas de COVID et de décès. Vous voyez, une transmission accrue à ces niveaux-là. Et donc, les risques un peu que l'on a, que l'on perçoit dans ces régions-là, donc c'est comme ça que l'on devrait convaincre les gens. Et comme je vous le dis aussi, les gens sont encore victimes de cette COVID-là. Donc, il est important qu'on ait tous ces éléments-là pour convaincre autant nos communautés, mais aussi les autorités nationales pour qu'elles ne ferment pas les yeux. Et les gens ont été quand même très responsables, nos pays. Il faut saluer vraiment le niveau d'engagement, comme je le disais un peu, de tous nos pays pour pouvoir répondre efficacement donc, à cette pandémie-là. Donc, c'est un effort constant, c'est un effort qui doit se maintenir et trouver des moyens les plus adéquats, les plus appropriés et les plus, quelque part, les plus efficaces pour chacun des contextes, pour chacun des pays. Donc, c'est un travail qui doit continuer. Mais je pense que c'est une question qui est très, très importante. La deuxième question relative au fait que si la COVID, c'est une maladie des animaux, peut-être c'est la COVID, je dirais, qui a vulgarisé un peu tous les enjeux de santé publique, mais ce n'est pas la première maladie à potentiel épidémique à laquelle on fait face. Vous prenez beaucoup d'autres maladies, que ce soit la maladie du virus, la maladie due au virus Ebola, par exemple. On sait que dans la théorie ou alors dans les hypothèses que l'on a, le virus est transmis d'un animal à l'humain. Mais une fois que cette transmission de l'animal à l'humain se fait, après les autres transmissions de l'humain à l'humain continuent.
Donc, ça a été ça un peu aussi les hypothèses qui sont actuellement en cours pour la COVID-19. Il y a des théories qui méritent d'être vérifiées et validées. Donc, la transmission d'un animal à l'humain et après, mais la transmission humaine, elle a été la plus importante. Donc, je pense qu'il y a toujours, on ne vit pas, on est des humains, mais on n'est pas les seuls qui existent sur Terre là. Il y a les animaux, il y a toutes les autres pathogènes qui sont là. Donc, on est connecté à tous ces gens-là, à toutes ces pathogènes-là qui s'introduisent dans nos organismes. Parfois, on développe la maladie, parfois, on ne la développe pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On n'est pas en vase clos. Donc, le lien dire que telle maladie est une maladie des animaux ou non, je pense que c'est une conception qui est un peu limitée. Donc, la COVID, vous l'avez vu, je pense qu'on l'a tous vu, la transmission humaine a été la transmission la plus majoritaire et donc il nous faut quelque part adopter toutes les mesures pour rompre cette chaîne de transmission à l'échelle humaine. Bon, pour la vaccination, dans votre cas précis, je pense que ce serait bien juste d'avoir une petite consultation pour voir, mais d'ores et déjà, je peux vous assurer que l'OMS a un processus de validation de tous les vaccins qui ont été développés pour la COVID-19. Et ça aussi, le virus, il évolue. Vous savez, il mute, il évolue. Si vous vous souvenez, quand on commençait, on parlait de la souche alpha, après la souche bêta, la souche delta. Maintenant, on parle de Omicron. Omicron, on parle de BA5, BA4. Donc, le virus, il évolue. C'est sûr que le degré un peu d'efficacité des vaccins peut diminuer, mais il reste que les vaccins restent encore très efficaces. Et donc, lorsqu'ils sont approuvés par l'OMS quelque part, il faudrait donc aller dans les centres ou bien dans les services de santé concernés. Et puis, pour avoir donc le vaccin, il y a des vaccins à 2 doses, il y a des vaccins à une seule dose, il y a dépendamment aussi de votre situation particulière, si jamais vous êtes à risque ou pas à risque, donc en ce moment, avoir le vaccin le plus approprié. Mais c'est grandement conseillé donc de continuer à se faire vacciner. La question posée par les collègues du Niger, qu'est-ce que l'on fait pour anticiper un peu la résurgence des autres cas? Il y a énormément de travail qui a été fait pendant ces 3 dernières années. Il y a eu énormément d'apprentissage, il y a eu énormément d'acquis. Et comme je le disais tout à l'heure, là, il faut maintenir ces acquis-là. Ce qui a marché, il faut le maintenir. Il y a des structures de coordination qui ont été mises en place pour coordonner, éviter un peu le chaos et éviter un peu la confusion dans l'organisation de la réponse. C'est des structures qui ont été mises en place. Il faut savoir soit les maintenir ou encore les mettre en veille et pour pouvoir les utiliser pour d'autres résurgences, mais aussi pour d'autres problématiques de santé publique qui arrivent. Et je vous le dis aujourd'hui, la Guinée équatoriale vient de déclarer sa maladie, donc une épidémie due au virus Marburg. Il y a le Malawi qui fait face à de problèmes très importants de choléra aujourd'hui. C'est le cas au Kenya, c'est le cas dans plusieurs pays. Donc, il nous faut quelque part capitaliser sur tout ce que l'on a construit pendant la réponse de la COVID-19 afin de pouvoir mieux répondre à toutes ces problématiques de santé publique. Évidemment, il faut continuer à former les gens, il faut continuer à avoir donc du stock, du matériel, des équipements, des médicaments et tout cela. Il faudrait que l'on ait des équipes qui sont dédiées, qui se forment, qui s'entraînent, qui peuvent s'entraîner pour pouvoir pratiquer la réponse donc à ces urgences-là. Donc, il faut vraiment maintenir un peu cette vigilance et accroître là où nous avons des limites. Des limites, par exemple, de laboratoire, pour pouvoir détecter ces virus-là, pour pouvoir les détecter à temps, transmettre ces informations-là à temps, que l'on ait les médicaments à temps. Donc, tous ces éléments sont importants pour le faire. Aux collègues du Togo, pour l'exagération un peu de la pandémie, comme on l'a dit au début, c'est sûr que l'Afrique a été la région la moins affectée un peu par la pandémie de la COVID-19, qui est due à plusieurs raisons. Peut-être qu'il se peut qu'on se soit beaucoup infecté, mais que les gens ne sont pas tombés malades nécessairement. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent à cela. C'est peut-être la jeunesse un peu de notre population en Afrique ici, ou peut-être l'exposition antérieure à d'autres pathogènes un peu de ce type-là, qui nous a conféré peut-être une certaine immunité. Mais tout ça sont des hypothèses qui restent à valider. Mais il reste que l'on voit des décès continuent à arriver. Moi, personnellement, je suis sûr que vous aussi, vous avez dû connaître des gens qui sont tombés malades, comme le disait le collègue tout à l'heure du Tchad, il est tombé malade, il est guéri. Moi-même, je suis tombé malade, je suis guéri de la COVID-19, donc c'est une réalité. On ne peut pas vraiment l'ignorer. Et peut-être la dernière question sur les vaccins qui sont non recommandés dans certains pays. Attention, il y a quelqu'un qui intervient. Iboun Conté, s'il te plaît. Bon, allez-y, docteur, désolé. Voilà, c'est notre collègue de la Guinée qui intervenait comme ça. Allez-y.
Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour les vaccins un peu non reconnus dans certains pays, c'est sûr que l'OMS a fait des suggestions. Il y a des vaccins donc, qui sont mis à la disposition des pays, mais après, il y a des décisions aussi qui sont prises au niveau de certains pays compte tenu de plusieurs éléments. Donc, mais clairement, au niveau de l'OMS, avec tous les différents partenaires, tous les États membres, on s'entend sur certains vaccins et ce sont ces vaccins-là dont nous faisons la promotion pour leur prise par les populations dans tous les différents pays. Merci à vous. Merci à vous, docteur. Je voulais juste préciser à nos collègues du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Conakry, nous leur avons donné la parole, mais ça n'a pas bien fonctionné. Tout à l'heure, nous reviendrons à vous pour poser vos questions. C'était juste une question technique. On va continuer donc la ronde et nous allons atteindre maintenant le Sénégal. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Sénégal? J'ai vu Manick Diouf connecté. Oui, président. Bonjour, président. Bonjour, président. Si Balde n'a pas de question, Balde, vous n'avez pas de question? Voilà. Donc, merci, donc, président. Merci au docteur Balde. En fait, vous m'entendez? On vous entend bien. Allez-y. Voilà, voilà. Donc, merci, docteur Balde, pour la présentation. Donc, ma question, c'est en février 2022, 6 pays africains, dont le Sénégal, ont été choisis par l'OMS pour fabriquer des vaccins dont le continent a besoin. Mais un an après, donc, quelles sont les avancées, docteur? Merci. Je rappelle que je suis le coordonnateur, le vice-président du REMAPSEN au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Merci à vous, Magic. Est-ce que Baldé est connecté? Baldé? Bon, OK. Enfin, docteur Baldé, ce n'est pas vous, c'est un autre Baldé qui se trouve au Sénégal. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Alors, on va continuer et on va aller au Mali. Bonjour, nos amis du Mali. Est-ce que Diakité Fanta est là? Ou bien Agui Boukoulibaly, quelqu'un comme ça? Oui, président, je suis là. Je suis là avec mon équipe. Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Baldé. Vous me permettez, je souhaiterais qu'on parle un peu de cette grande famille des zoonoses. D'après les scientifiques, j'ai oublié même de me présenter. Moi, je suis Fanta Diakité. Je suis du Mali, je suis journaliste à la radio Clédou, chef du desk santé et coordinatrice également du REMAPSEN Mali. Je disais que je souhaiterais qu'on parle un peu de cette grande famille des zoonoses. D'après les scientifiques, en plus de la COVID-19, le monde fera face Fanta, ton micro n'est pas très présent. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton appareil? Allô, présent, vous m'entendez? Allez-y. On vous entend mieux qu'avant. Allez-y. D'accord. Je disais que je souhaiterais qu'on parle un peu de cette grande famille des zoonoses, docteur Baldé. D'après les scientifiques, en plus de la COVID-19, le monde fera face à d'autres pandémies, même plus meurtrières. Alors, qu'est-ce que l'OMS prévoit pour les journalistes afin qu'ils puissent jouer leur rôle de veille et de sensibilisation en ce qui concerne les zoonoses? OK. Merci à vous, Fanta. J'espère que docteur Baldé, vous avez noté la question du Mali. On va aller en Mauritanie. Bakary Gaye, bonjour. Bonjour à la Mauritanie. Oui, bonjour. OK, allez-y. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Bakary Gaye, donc coordinateur du REMAPSEN en Mauritanie. Donc, je suis journaliste, rédacteur en chef du site web Initiative News. Donc, merci beaucoup, docteur Baldé, pour toutes ces explications très pertinentes et merci pour le travail abattu par l'OMS. Donc, ma question porte sur le volet financier de la riposte. Donc, on sait que ce fut très coûteux. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir si l'OMS a pu mobiliser les financements nécessaires? Et à propos surtout du fonds de solidarité pour la riposte à la COVID qui a été mis en place par l'OMS, est-ce que ce fonds a répondu aux attentes et comment l'OMS est arrivé à mobiliser les fonds nécessaires pour la riposte? Merci. Merci. Merci à vous, Bakary. On va donc aller à Cotonou au Bénin. Bonjour, Michael Tchobodo. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question, celle de savoir, M. Baldé, 3 ans après la COVID-19,
est-ce qu'il existe aujourd'hui des chiffres pour pouvoir évaluer l'efficacité des vaccins qui ont été administrés aux différentes populations? Merci. OK. Alors, la dernière question de la vague, je ne sais pas si la Guinée-Bissau est là. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, bonjour. La Guinée-Bissau, bonjour. OK, ça ne répond pas. D'accord. Et le Cap-Vert, bonjour. Est-ce que Tony est connecté? Bonjour, Tony. Tony non plus n'est pas connecté. Alors, on va revenir en Côte d'Ivoire, d'où moi je vous parle, mais je ne suis pas le coordonnateur du REMAPSEN en Côte d'Ivoire. Il y a une coordonnatrice ici qui s'appelle Bintou Sanogo. Bonjour Sanogo Bintou. Bintou? OK, bon. Ça commence à se gripper un peu au niveau technique. Alors, on va donner la parole au docteur Baldé. Il va répondre à ces questions. Après, je reviendrai aux collègues qu'on n'a pas pu avoir tout à l'heure, notamment Sibi Mengue du Gabon, Clémente de la Guinée équatoriale et Iboun Conté de la Guinée. Et probablement, si Bintou est là, elle pourra intervenir. Docteur, c'est à vous. Oui, je suis là. Je suis là. Bon, allez-y alors, allez-y. Bonjour, Président. C'est Bintou Sanogo de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Président. Bonjour. Oui, je suis Bintou Sanogo, journaliste à la radio-diffusion télévision ivoirienne, la RTI. Donc, je me charge de tout ce qui a comme production au niveau de la chaîne nationale, donc qui est Radio Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, ici, je suis la coordonnatrice nationale du REMAPSEN. Donc, il y a quelques membres de mon bureau qui sont connectés, notamment Sonia Tralou, de l'agence ivoirienne de presse. Et alors, moi, j'ai fait quand même quelques recherches sur la suite de la COVID en Afrique ici, mais j'ai vu aussi que les recherches sur la COVID ont cessé depuis ce mois de février. Bon, l'OMS a cessé les recherches, je ne sais pourquoi. Quand on a écouté vraiment Dr Baldé, on a vu que même si les cas se raréfient et qu'il y a peu de cas maintenant dans certains pays ici en Afrique, mais il y a quand même toujours des cas de COVID. Parce que moi, je suis attentivement ici en Côte d'Ivoire. Chaque jour, souvent, il y a 2 cas, 3 cas, mais ça n'exclut pas que la COVID soit toujours dans nos pays. Alors, pourquoi avoir cessé les recherches sur la COVID? C'est ce qui m'a un peu taraudé l'esprit quand j'ai fait quelques recherches avant la tenue de ce webinaire. Merci beaucoup. OK, merci à Bintou. Je ne sais pas, Dr Baldé, si vous confirmez ces informations. Dans tous les cas, vous aurez le temps de pouvoir réagir là-dessus. C'est à vous maintenant. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je pense que je viendrai après sur cette question-là. Peut-être qu'on peut aller comme on avait fait un peu par ordre, un peu d'intervention. Et voilà, je commencerai donc par la question du Sénégal concernant la production donc, des vaccins. Je pense que ça, c'est un enjeu important aussi. C'est une des grandes leçons apprises de la réponse à la pandémie de la COVID-19, l'importance de pouvoir développer des capacités de production locale de médicaments ou de vaccins ou bien d'autres produits médicaux. Donc, c'est quelque chose vraiment que l'OMS et le bureau régional de l'OMS Afrique encouragent et supportent énormément. Donc, on est bien ravis, bien contents d'entendre que certains pays ont commencé. Il y a des pays qui sont bien avancés, donc par exemple donc, le Sénégal évidemment avec l'Institut Pasteur de Dakar, donc il y a de bonnes avancées qui se font dans ce sens-là. Et l'Institut Pasteur, c'est une organisation qui déjà produisait des vaccins. Le vaccin, par exemple, pour la fièvre jaune, il l'a produisait bien avant donc, la pandémie. Donc, je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui est là, une dynamique à encourager. Et l'OMS met vraiment tous les efforts techniques et les appuis financiers qu'il faut. Mais c'est des choses qui vont aussi au-delà de l'OMS. Donc, mais c'est un enjeu très important. Et donc, nous saluons toutes ces initiatives et on essaie de les accompagner autant que l'on peut. Concernant la question du collègue de la Mauritanie, en ce qui concerne un peu les financements, il y a eu un grand élan quand même de solidarité mondiale, je pense, pendant cette période de Covid-là, parfois qui est arrivé un peu en retard ou qui n'est pas arrivé totalement en entièreté. Mais force est de constater que des ressources ont été mobilisées, des ressources qui sont définitivement aussi en deçà un peu des attentes qui sont espérées. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose
chose qui est là. On voit un gros écart aussi entre évidemment les pays dits développés ou dits riches versus donc les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, il y a eu des conséquences aussi de cette épidémie, de cette pandémie-là sur ces choses-là, parce que lorsqu'on a mobilisé toutes ces ressources pour la santé, c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux sociétaux qui en ont souffert aussi. Donc, je pense que cette balance économique-là, cette balance financière-là, elle est là. Mais il y a un élan de solidarité, de mobilisation de ressources, mais je pense qu'on doit en faire encore beaucoup plus. Et on doit pouvoir aussi pérenniser un peu ces mécanismes-là, que dans tous les pays, avant la COVID, que les gens ne savaient pas c'est quoi un problème majeur de santé publique, que maintenant les gens ont compris toutes les conséquences associées à cela. Il faut que les pays donc essaient de développer des mécanismes pérennes, des systèmes pour pouvoir mobiliser et utiliser ces fonds-là donc de façon vraiment très, très efficace pour lutter contre ces différentes pandémies-là. Augmenter le niveau de préparation, opérationnelle donc en cas donc, de pandémie. Sur l'efficacité des vaccins, lorsque ces vaccins-là ont été développés vers la fin de l'année 2020 avec les vaccins Pfizer, on était à des taux d'efficacité d'environ donc de 80% ou de 90% pour les vaccins comme les vaccins Pfizer et autres. Et après, on a eu les autres vaccins qui ont été développés, que ce soit les Moderna ou bien les Sinopharm et tous les autres vaccins. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le virus, il mute. Il se transforme au fur et à mesure. Donc, l'efficacité vaccinale, elle baisse, mais par contre, elle reste quand même absolument, je pense, efficace aujourd'hui pour, en tout cas, limiter un tant soit peu la virulence ou en tout cas la dangerosité un peu de cette maladie-là. Donc, c'est des éléments, je pense, qu'il faut garder en tête. Il faut continuer à encourager les personnes à se faire vacciner, à trouver donc peut-être parfois, c'est une deuxième dose, une troisième dose, dépendamment vraiment de votre état de santé, dépendamment des risques que vous avez, mais allez chercher les soins, allez chercher les vaccins sont efficaces. Pour finir sur la question de la Côte d'Ivoire, je pense que peut-être une précision sur la question serait importante parce que est-ce qu'on parle ici de recherche, cessation des recherches scientifiques sur la COVID ou bien cessation des recherches des cas de COVID? Je pense que peut-être une clarification dans ce sens-là serait utile avant de répondre à la question. À vous. D'accord. Est-ce que Bintou Sanogo est là? Tu pourrais nous préciser? Allô, Président, moi, ma question n'a pas été répondue. Docteur Baldé, notre collègue du Mali dit que sa question n'a pas été prise en compte. C'est vrai, je pense que j'ai sauté la question du Mali. C'était sur le rôle un peu de veille et de sensibilisation, si je comprends bien, Madame Diakité, notamment avec les zones, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez juste repréciser à nouveau un tout petit peu? Fanta, c'est ça? Fanta, peux-tu nous rassurer que c'est la question vraiment que tu as posée? Bon, OK. Docteur, je pense que c'était sur les zoonoses, effectivement. Oui, OK, merci. C'était sur les zoonoses. En fait, c'est le rôle un peu de toute cette sensibilisation-là. C'est sûr que la COVID, toutes les zoonoses-là, c'est les maladies qui se transmettent un peu des animaux un peu à l'humain. Et comme je le disais tout à l'heure, on a toute une panoplie un peu de maladies dans ce genre-là. Et il est absolument important. Je pense qu'il y avait le rôle un peu des journalistes aussi qui étaient là-dedans. Je pense comment est-ce qu'on accompagne un peu les journalistes. Non, et comme je le disais, je salue cette plateforme-là. Je salue un peu cette communication-là, ces interactions que nous avons avec vous, parce que vous avez un grand rôle à jouer. J'ai poussé énormément nos collègues ici de la communication ici pour qu'ils puissent pouvoir interagir avec vous, parce que c'est vous que les gens écoutent dans nos pays. Tout à l'heure, il y avait toute la question un peu de la désinformation. Je pense que si vous avez les informations qu'il faut, vous pourrez nous aider énormément à pouvoir passer le bon message. Donc, c'est des choses vraiment que nous encourageons beaucoup. Et l'OMS, je pense que vraiment, c'est un domaine dans lequel on devrait pouvoir, je pense, investir davantage ou en tout cas trouver des modalités pour pouvoir en tout cas accroître cette interaction-là. C'est quelque chose, je pense, de mon propre point de vue qui est très important. Et je pense que notre leadership aussi le fait parce que sur une base hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, on a notre directrice régionale qui organise des conférences de presse aussi avec d'autres médias. Notre directeur général fait la même chose. Donc, je pense que ce lien
avec les journalistes et surtout nos journalistes locaux, les journalistes qui travaillent dans nos pays. Il est absolument important pour pouvoir passer les bons messages. Donc, c'est quelque chose d'absolument salutaire. Merci. OK, merci à vous, docteur Baldé. Président. Oui, Zé. Oui, bonjour. À propos de la question de Bintou, je crois qu'elle veut parler de la recherche scientifique. Souvenez-vous, il y avait une recherche qui avait été lancée par le gouvernement du Burkina Faso, et puis après, sur certains médicaments, pour tenir compte de la pharmacopée traditionnelle, et ça a été abandonné après. Donc, je crois qu'elle veut parler de la recherche scientifique au niveau africain sur la base de la pharmacopée, un peu dans le modèle de ce qui se passe à Madagascar. Bon, docteur Baldé, je ne sais pas si ça vous donne un peu plus de précision. Oui, oui, tout à fait. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, bon, évidemment, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe au Burkina dans ce sens-là, qu'est-ce qui a entraîné cela, mais ce que je peux vous dire, c'est que les recherches, elles continuent sur la COVID. On travaille sur la COVID, on travaille 7 jours sur 7 jours et nuits sur la COVID. Et ce travail implique de faire beaucoup de recherches et nous encourageons beaucoup d'organisations qui font la recherche. Et ça inclut aussi la composante donc, de la médecine traditionnelle ou bien la pharmacopée traditionnelle. Donc, je pense que ça ne devrait pas s'arrêter. C'est un travail qui continue pour le bien-être de nos populations. Merci. D'accord. Merci à vous, docteur. Alors, je vais juste revenir à ceux de nos collègues qui tout à l'heure n'avaient pas pu poser leurs questions pour des raisons essentiellement techniques. Est-ce que Sibi Mengué est là pour le Gabon? S'il y a une question Président. pour le Gabon. Oui. Allô, Président, si elle n'arrive pas à poser, elle a posé sa question dans le chat. Hein? Ils ont posé leur question dans le chat. Je n'ai pas vu. D'accord. Donc, on peut avancer. Tout à l'heure, je vous donne la parole. Alors, la Guinée équatoriale, Clémente, est-ce que tu es toujours là? J'espère que tu as une meilleure disposition technique maintenant pour se faire entendre. Oui, Président, moi, je vous suivre bien. Je ne sais pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Je ne sais pas, bon. Et je suis Clemente Elaondongene, président du réseau des journalistes dans la lutte contre le sida et autres maladies, et aussi chef de département de la direction générale de la presse écrite au ministère de l'Information, Presse et la radio. Donc, ma question, c'est de savoir comment l'OMS peut aider à l'Afrique à faire face aux futures pandémies et quelle est la leçon que l'Afrique a prise pendant la pandémie de COVID-19 et quel devrait être son positionnement à partir de maintenant. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Merci à la Guinée équatoriale. Alors, est-ce que M. Iboun Conté de la Guinée Conakry est connecté maintenant? Iboun Conté, bonjour. La Guinée, s'il vous plaît. La Guinée n'est pas là. Bon, OK. J'ai aperçu également notre collègue Sophia du Maroc. Bonjour, Sophia. Si tu es là, tu peux prendre la parole. C'est vrai que l'OMS n'agit pas au Maroc, mais il peut y avoir toujours des questions. Bonjour, Sophia. Bonjour, Président. Bonjour, Dr Baldé. Bonjour, tout le monde. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je m'exprime dans ce groupe. Donc, voilà. J'ai entendu votre intervention, docteur. Ma question est la suivante, en fait. Depuis quelques mois, au Maroc, moi, je parle du cas du Maroc parce que c'est mon pays, donc je le connais, on a lancé la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez les filles à partir de l'âge de 11 ans. Et on a remarqué en fait que comme cette campagne a été lancée un petit peu après la campagne de vaccination contre la Covid, on n'a pas assez communiqué sur ce vaccin qui est très important et du coup, en fait, la population ne connaît pas ce vaccin et qui est administré aujourd'hui gratuitement et qui va sauver des vies et qui en va de la santé publique. Donc, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que cette campagne de vaccination et toute la désinformation qui a suivi la campagne de vaccination contre la COVID-19 peut aussi nuire à d'autres campagnes de vaccination, par exemple pour le Maroc contre le papillomavirus ou dans d'autres pays d'Afrique pour d'autres maladies? Merci. Alors, merci à vous, Sophia. En fait, on a un souci. Je ne suis pas sûr que le docteur Baldé puisse répondre à cette question parce que l'OMS Afro, sauf erreur de ma part, n'a pas le Maroc
sur la liste des pays qui sont donc qui composent donc l'OMS Afro, mais je lui laisse la parole. Je ne souhaite pas qu'il réponde à une question où il n'est pas vraiment justement, j'ai placé. Oui, en fait, je pose la question pas par rapport à ce vaccin-là qui concerne que le Maroc, mais par rapport à d'autres vaccins qui concernent toute l'Afrique, qui ont été, en fait, d'autres campagnes de vaccination présentes. D'accord, j'ai compris. Je pense que le docteur Baldé aura noté. Il saura comment donc répondre à cette question. Docteur, vous allez répondre à cette question pardon. Ensuite, on va donner la parole à Bénédicte Savadogo pour nous récapituler les questions qui ont été posées dans le chat. Et je crois qu'on tend vers la fin de ce webinaire. Allez-y, docteur Baldé. Excellent, non, merci encore. Des questions vraiment très, très utiles et très percutantes et puis très vraiment pertinentes. Pour la question un peu de la Guinée équatoriale sur les leçons apprises et qu'est-ce qu'on fait. Bon, je pense que malheureusement, je ne sais pas si le temps nous permettra d'aborder un peu toutes ces questions-là, mais clairement, on a énormément appris autour de cette pandémie-là. Et je pense que nos rôles à nous tous, un peu chacun à son niveau, c'est de voir qu'est-ce que l'on peut faire mieux par rapport à ce qu'on a fait tout maintenant là. Chacun d'entre nous, vous savez, quand on commençait cette réponse-là, on parlait d'une réponse sociétale. Donc vraiment, comme on dit en anglais, it's a society-led response, c'est-à-dire vraiment, il nous faut, chacun avait un rôle à jouer compte tenu de l'envergure de cette pandémie-là, y compris vous, y compris moi. Donc chacun à son niveau a un rôle à jouer pour le bien-être, pour nous sauver, pour sauver l'humanité, pour sauver les gens, pour sauver nos enfants, pour sauver nos femmes, nos enfants. Donc, vraiment, je pense qu'il y a eu énormément de choses. Et un des points importants d'abord qui est important à mentionner, c'est que on a beaucoup progressé par rapport à d'où on vient. C'est-à-dire, il y a 2 ans ou 3 ans, là où on a énormément progressé en termes donc, de capacité que nous avons. Maintenant, dans notre région ici, il y a des choses, on a parlé tout à l'heure des limites que l'on a, par exemple, dans la production locale des médicaments, des vaccins. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, absolument essayer d'adresser dans le futur pour que l'on ne puisse pas compter nécessairement sur des aides extérieures, je pense, pour pouvoir adresser ces problèmes. La production locale des matériels de protection individualisés, c'est des éléments qui sont vraiment importants, d'antibiotiques, d'antirétroviraux. Il faut qu'on travaille un peu sur ces choses-là. La détection et la transmission rapide de toutes ces informations-là. Quand il y a un signal de santé, un problème de santé, on se rend compte qu'il y a, comme on dit en anglais, un cluster ou bien un ensemble de décès ici. C'est ce qu'on a vu en Guinée équatoriale récemment. Donc, des cas de fièvre hémorragique qui arrivent, il faut que l'information arrive rapidement et il faudrait qu'on ait donc des laboratoires décentralisés qui permettent de faire ce testing-là, savoir de quoi il s'agit et que l'on puisse engager donc la réponse. Il faut qu'on renforce un peu tous nos systèmes de santé quelque part là. Il faut que la santé publique soit quelque part au cœur des agendas politiques de nos États. On a vu tout l'impact que ces problématiques de santé publique ont eu là. Donc, un virus tout simplement qui a arrêté le monde entier. Donc, il nous faut mettre ça au cœur un peu de nos interventions. Donc, et ça, chacun a un rôle vraiment à jouer. Je pense que c'est un dialogue aussi qu'il faut continuer. Donc, il faut qu'on continue cet apprentissage-là et ces échanges-là. Concernant la question de la collègue du Maroc, je pense que c'est une question aussi très importante et elle fait très, très bien le lien, je pense, de l'impact un peu de la COVID sur toutes les autres interventions parce que, évidemment, il y a beaucoup de désinformation sur ce que les gens disent. Auparavant, quand quelqu'un parlait ou quand une autorité parlait, on la croit quelque part. Mais aujourd'hui, là, il y a quelque part une destruction un peu de tout ce tissu, de tout ce système un peu de validation. On a tellement de sources d'informations non vérifiées. Donc, il nous faut quand même maintenir ces choses-là. Et ça a un effet sur les populations. Je l'ai vécu personnellement aussi dans certains endroits où on est allé résoudre un problème ou en résolvant un problème, on en crée d'autres aussi. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus approfondie sur la complexité de toutes ces choses-là. Parce que, et c'est ça vraiment comment on définit un problème complexe, c'est que tu entraînes, tu prends une action, mais qui peut avoir d'autres implications non attendues quelque part. Donc, il nous faut vraiment beaucoup de vigilance. Et moi, je crois que la question, revenir maintenant à la question de la communication, elle est importante. On a vu même pour la COVID, l'acceptation de ces vaccins, on n'a pas eu beaucoup de temps pour communiquer sur ces vaccins-là. Et c'est ce qui a créé beaucoup de choses.
Donc, l'humain, pour pouvoir convaincre un humain, ça prend un peu de temps. Moi, j'essaie de vous expliquer quelque chose maintenant. C'est en train de me prendre quelques minutes pour passer mon message. Et j'espère que vous le comprenez. Donc, c'est vous les experts en communication. Mais changer l'attitude, la compréhension d'un phénomène de quelqu'un, ce n'est pas facile. Donc, il y a du temps que ça prend. Il nous faut donc de la communication de qualité. Il nous faut prendre le temps pour mieux communiquer sur les problématiques de santé. Quand il y a une nouvelle campagne de vaccination qui se fait, il faut tenir compte que dans quel contexte est-ce que cette campagne-là, elle se fait. Est-ce qu'elle se fait juste après une campagne de vaccination sur la COVID? Quelles sont les conséquences potentielles de cela? Et comment est-ce qu'on anticipe ces choses-là? Comment est-ce qu'on doit intensifier la communication? Comment on doit être à l'écoute des gens? Parce que vers la fin, c'est toute une question d'écoute, une question de confiance qui se crée pour pouvoir passer un message. Quand les gens font confiance, on répond aux questions et quand on ne sait pas, on dit qu'on ne le sait pas aussi. Donc vraiment avoir une approche très, très holistique, on va dire, pour pouvoir accompagner toutes ces interventions de santé publique qui ne sont pas que des interventions simples. C'est des interventions qui visent des choses très compliquées, très complexes, dont il faut savoir, dont il faut tenir compte. Donc, former plus, par exemple, de journalistes, former plus de communicateurs en tenant compte de ces éléments-là, c'est quelque chose d'absolument important. Je m'arrête là en espérant avoir répondu aux questions. Merci à vous. OK, merci à vous, docteur. Alors, Bénédicte Sawadogo, c'est à vous maintenant pour les questions enregistrées dans le chat. Oui, merci, Président. La tâche n'a pas été simple parce qu'il fallait en même temps écouter les réponses de Dr Baldé pour voir si d'autres réponses ont déjà été prises en compte. Mais je refais ici rapidement le point de certaines questions qui ont été posées, mais je note cependant qu'il y a des réponses qui ont été déjà données, donc je vais surseoir à cette question-là. La première question, c'est avec le recul de la vaccination, avec le recul de la pandémie, est-ce que la vaccination est encore d'actualité? On a vu que la Côte d'Ivoire vient de lancer une vaste campagne de vaccination. La question de savoir est-ce que c'était vraiment opportun. Est-ce qu'il y a encore des pays qui exigent les preuves de vaccination avant le voyage? Puis, Ambroisine du Togo nous demande sur quoi... Et cette première question a été posée par qui? Tu n'as pas précisé. Oh non, je n'ai pas précisé malheureusement. Non. Tu n'as pas noté, d'accord. Non, non. Allez-y, c'est pas grave. OK. Ambroisine du Togo demande par contre sur quoi l'OMS se base pour déclarer la fin d'une pandémie. Fanta du Mali revient aussi sur les mutations. Elle demande aujourd'hui, la COVID a fait combien de mutations? On peut continuer, vous notez avec moi. Hein. Maintenant, Sybille du Gabon est revenue sur sa question dans le chat. Elle a demandé, vous l'avez dit effectivement, plusieurs personnes continuent de mourir de la COVID-19. Quelles sont les mesures nouvelles qui ont été prises par l'OMS pour éradiquer le problème, mais aussi pour prévenir toute autre pandémie? Ça, c'est Sybille du Gabon. Et puis, Iboun Kounté de la Guinée. Que fait l'OMS en termes d'appui technique et institutionnel pour prévenir le déficit d'équipement et de compétences dans les pays membres? J'ai une question du Sénégal également par rapport justement, c'est M. Baldé du Sénégal qui pose la question. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre cet ensemble de questions pour ne pas qu'il m'échappe peut-être éventuellement? Après, OK. D'accord, donc je m'arrête là. Ouais. Allez-y. Ouais. D'accord, donc peut-être très rapidement, vu le temps qui nous est imparti là, donc la vaccination, absolument, je pense que c'est quelque chose, comme on l'a dit depuis le début de ce webinaire-là, qui est absolument important. Il faudrait que les gens continuent et acceptent de se faire vacciner et trouver les moyens, les mécanismes d'acceptation. Et là, nous comptons vraiment sur les médias pour pouvoir continuer à passer ce message. Si on veut sauver plus de vies, si on veut réduire la survenue de nouveaux mutants de ce virus-là, il faut accepter de se faire vacciner. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument indispensable. La question concernant quels sont les critères pour la déclaration de la fin de cette pandémie-là. Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation technique qui s'appuie vraiment, on espère en tout cas, sur toute l'expertise mondiale qui existe. Généralement, pour cette COVID-là, à tous les 3 mois, le directeur général de l'OMS réunit un comité qui s'appelle un comité d'urgence,
qui est fait pas de personnel de l'OMS, mais vraiment d'experts mondiaux absolument reconnus, donc qui travaillent dans des institutions, dans des universités, dans des laboratoires, où on pose ces questions-là, où il y a des discussions qui sont très, très importantes. Est-ce que le risque est encore très, très important dans un pays ou pour l'entièreté un peu du monde entier? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité pour pouvoir répondre à cela? Est-ce qu'on a suffisamment de visibilité sur l'impact un peu de cette maladie-là? Donc, il y a un ensemble de questions qui sont posées donc à ce comité-là. Et c'est ce comité-là qui recommande, oui, cet événement constitue à être un événement de santé publique de portée mondiale ou non. Et ce comité s'est réuni il y a environ 3 ou 4 semaines encore à Genève. Et il y a eu cette recommandation-là de continuer à considérer cette pandémie-là comme étant une pandémie, donc une urgence de santé publique de portée mondiale, compte tenu de ce qu'on voyait un peu en Chine, compte tenu de ce que l'on voit un peu sur la possibilité de survenue de nouveaux mutants ou de nouvelles mutations de ce virus-là. Ça m'amène un peu à l'autre question sur les mutations. Il y a eu beaucoup de variants un peu de ce virus-là. On a commencé évidemment avec la souche naturelle de ce virus-là, le SARS-CoV-2, et par la suite, on a eu donc le variant alpha, on a eu le variant bêta, on a eu le variant delta, et là actuellement, on est davantage avec le variant Omicron. Mais le variant Omicron aussi, il y a donc plusieurs aussi lignées de ce variant-là qui existent. Donc, il y avait les BA4, les BA5, mais en plus aussi, il y a des sous-lignées aussi qui existent, par exemple, le BAA 1.5. Donc, vraiment, le virus continue à muter et il faut qu'on adapte continuellement tous nos mécanismes et tous nos moyens de réponse par rapport à l'évolution de ce virus-là. Mais au moins, on va dire qu'il y a une certaine satisfaction parce que les virus, les variants qui arrivent actuellement sont moins virulents par rapport aux précédents. Donc, est-ce que ça va continuer comme ça? Et c'est là où cette inconnue que l'on a aujourd'hui, est-ce que les nouveaux variants qui vont arriver, est-ce qu'on ne peut pas avoir une mutation majeure aujourd'hui qui va entraîner plus de cas sévères, qui va avoir plus de sévérité? C'est la question. Et ça, on ne peut pas nécessairement le prédire. Il nous faut juste continuer à garder une certaine vigilance, que l'on puisse déterminer quand il y a des cas, qu'on puisse faire un séquençage pour savoir est-ce que c'est le même mutant qui est là, est-ce que c'est de nouveaux mutants. Qu'est-ce que l'OMS fait? L'OMS vraiment mobilise énormément d'efforts. On a mobilisé énormément de ressources, énormément d'appui technique à tous les pays, donc pour pouvoir d'abord faire énormément de formation de personnes, donc les mettre à niveau en fonction de ce qu'on a appris tous dans notre communauté mondiale scientifique un peu, pour pouvoir capaciter les gens comme il faut, pouvoir acheter beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements pour les envoyer dans ces pays-là. Et c'est quelque chose qui continue, beaucoup d'équipements de prise en charge des médicaments, supporter les pays, accompagner les gens dans la sensibilisation et tout ces. Donc, on ne ménage vraiment aucun effort pour pouvoir vraiment apporter tout le support technique et financier à nos États membres. C'est notre rôle, c'est notre mandat. On continue à le jouer et on espère pouvoir encore mobiliser davantage de ressources, davantage de capacités pour toujours maintenir ce niveau d'appui-là et pourquoi pas aller au-delà pour offrir des services de meilleure qualité. Merci à vous. OK, merci à vous, docteur. Alors, Bénédicte, il nous reste 5 minutes pour fermer les portes de ce webinaire. Est-ce que vous avez encore cette question? Oh, j'ai peut-être deux, trois petites questions, parce que je ne peux pas tout donner. Allez-y. Il y a M. Baldé Alassane du Sénégal qui demande si Dr Baldé a suivi un peu le débat après le rapport de la Cour des comptes du Sénégal qui a épinglé un peu des personnalités sur la gestion des fonds Covid au Sénégal et qu'est-ce qu'il en pense. Puis, allez-y. Monsieur Botso du Togo demande comment se comporte le virus Marburg. Mbagnick Diouf revient un peu sur les défis de l'adhésion des populations à ce vaccin. Quelles sont les stratégies que l'OMS met en place pour améliorer la communication et l'adhésion des populations? Et peut-être pour revenir sur une autre question, Cissé Aboubakar du Burkina Faso dit que les coûts des tests Covid sont toujours élevés. Est-ce que l'OMS peut envisager une subvention pour soulager un peu les populations? Et la dernière question, c'est sur les statistiques. Quelles sont les statistiques qui existent aujourd'hui dans les 47 pays groupés en termes de victimes et en termes de personnes vaccinées? Voilà. Merci à vous, Bénédicte. Vraiment, félicitations. Ce n'est pas du tout facile de collecter les questions.
Je voulais juste demander à Baldé du Sénégal que la question des fonds au niveau de la COVID étant un problème national, je ne souhaite pas que le docteur intervienne sur cette question. Docteur Baldé, pour les autres, vous pouvez y aller. Merci, merci, Monsieur le Président. Donc, merci beaucoup encore pour ces différentes questions-là. Donc, moi, je crois que c'est des questions un peu, en tout cas, sur lesquelles on est déjà revenu, par exemple, pour la vaccination. Je crois que quels sont les moyens vraiment qui existent. Je pense qu'il y a un travail de fond d'engagement des communautés de nos populations par rapport à ces problématiques-là. Il faut expliquer davantage. Il faut créer un lien de confiance davantage. Et ça, on le fait, on vous passe ces informations et vraiment, notre finalité, c'est qu'on espère que vous relayiez ces informations-là, que vous-même, vous ayez confiance en ces informations qu'on est en train de vous donner. Et si vous avez besoin de questions supplémentaires, vous nous les adressez pour que vous puissiez passer ces messages-là aux gens. Il faudrait qu'on y croie. Si aujourd'hui, on veut sauver plus de personnes, si on veut éviter l'échappement un peu de ce virus-là par rapport aux différents vaccins qui existent, il faut accepter de se faire vacciner. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos proches. C'est-à-dire, si vous avez des gens aujourd'hui là, vous pouvez ne pas développer peut-être cette maladie-là. Mais si vous avez des gens qui sont proches de vous, vos parents qui ont des maladies concomitantes, qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension, faites-vous vacciner pour éviter de leur transmettre cette maladie-là. Parce que si vous leur transmettez cette maladie-là, eux, ils peuvent développer les formes sévères de cette maladie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument important donc à faire. Concernant un peu les coûts des tests, il y a un changement quelque part quand même de l'approche qui se fait aujourd'hui là. Les tests PCR qu'on faisait qui sont extrêmement chers, aujourd'hui l'OMS, la communauté scientifique internationale a réussi à développer donc des tests à moindre coût, ça s'appelle les tests rapides. Et aussi longtemps que je sais, en règle générale, c'est presque des tests gratuits. L'OMS les offre un peu aux pays. Je ne sais pas comment ils sont organisés au niveau des pays, mais c'est des tests qui ne coûtent pas cher, qui ne prennent pas du temps. On fait un petit prélèvement dans votre nez ou bien dans votre bouche et puis on le met dans une petite spatule et au bout de 10 minutes, vous avez le résultat de votre test. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, c'est quelque chose qui est accessible et puis qui est faisable. Concernant la dernière question en lien avec les statistiques, donc dans nos 47 pays aujourd'hui, là, nous avons répertorié environ 9 millions de cas. Donc, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, et environ 175 000 donc, décès. Donc, ce qui fait, comme on appelle un taux un peu de fatalité, si je le regarde bien, de 1,9%, c'est-à-dire 1,9% de personnes qui sont tombées malades et qui sont décédées. Donc, quand même, c'est un bon ratio quelque part. Et lorsqu'on le compare par rapport à d'autres régions, clairement, je pense qu'on est totalement en deçà un peu des chiffres dans les autres régions, mais ça ne doit pas nous dire qu'on a pu tout détecter parce qu'on a beaucoup aussi d'enjeux un peu de détection et de surveillance dans nos pays. Donc, globalement, c'est ce que je veux faire. Et pour finir, en tout cas, saluer cette initiative-là et surtout, comme je le dis, compter sur vous, sur ce partenariat-là avec nous, je pense, pour pouvoir passer les bons messages, encourager les gens pour que nos populations se sentent en meilleure santé. C'est ça vraiment la finalité que nous recherchons avec vous. Merci et à vous maintenant. Merci beaucoup, Dr Baldé. Alors, j'allais aussi vous poser cette question. Est-ce que vous auriez souhaité dire certaines choses pour lesquelles il n'y a pas eu de questions, probablement? Je pense qu'on a beaucoup échangé pendant 1h30. Je pense qu'on a passé beaucoup d'informations. Comme je le disais, je crois qu'il y a juste peut-être les rôles, ils sont partagés. Chacun a un petit rôle à jouer et c'est ce qu'on espère de vous. Et si jamais il y a des questions, des clarifications, n'hésitez pas à vous rapprocher donc de nos collègues journalistes qui sont au sein de l'OMS ici et que l'on puisse tous passer un peu le même message. Et puis voilà, merci. Merci à vous, docteur. Merci à toute l'administration de l'OMS Afro. Merci surtout au service ou à la direction de la communication de l'OMS qui a facilité donc ces échanges. Nous espérons que après ces échanges sur la COVID-19, nous aurons l'opportunité d'échanger sur d'autres problèmes de santé parce que les journalistes veulent avoir la bonne information et l'OMS est l'organisation internationale la mieux placée pour nous en donner. Merci à vous, docteur, pour votre disponibilité. Et je voulais juste saluer également tous les collègues journalistes de tous les pays qui ont participé donc, à ce webinaire.
et leur dire que si tout va bien, le prochain webinaire du REMAPSEN va se dérouler le 27 février sur la journée zéro discrimination. La journée sera célébrée le 1er mars, mais en prélude, nous allons organiser donc un webinaire avec Mme Bertide Gaongaire, qui est la directrice régionale de l'ONU-SIDA basée à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre naturellement. Et puis, il est prévu également au mois de mars, je crois le 22 mars, un autre webinaire avec M. Attani Mohamed, qui est le directeur de la communication, le coordonnateur de la communication pour ce qui est du programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous parlerons alors de l'importance et des enjeux qu'il y a derrière la journée mondiale de l'environnement qu'ils ont décidé au niveau du programme des Nations Unies pour l'environnement de célébrer cette année en Côte d'Ivoire. Voici un peu donc l'essentiel des informations. Chers amis, chers collègues, merci pour votre disponibilité. Nous allons mettre fin donc à cette séance en souhaitant que chacun puisse prendre les informations données et pouvoir les produire dans les différentes chaînes de radio, télévision ou dans sur les pages de nos journaux, que ce soit en presse écrite ou en presse en ligne. Allez, bonne journée à tous sur le continent et à très bientôt. Merci à l'ONU, à l'OMS, mais également à tous ceux qui ont décidé de nous accompagner dans ces activités de promotion de la santé et de l'environnement. Merci et bonsoir. Au revoir, bonsoir. Merci.